Bonjour tout le monde, ou bonsoir. Donc aujourd'hui, je voulais vous lire le passage de l'introduction du livre Le paysan de Paris d'Aragon. Alors je vais vous expliquer une petite chose qui ne se dit pas et qui ne se sait pas, en réalité, où ça se dit, ça se sait, mais ça ne se raconte pas. En réalité, il y a beaucoup d'écrivains à qui on a officié la gloire de littérature, d'œuvres littéraires, d'œuvres d'œuvres de peinture, d'œuvres de sculpture, d'œuvres de musique, de chansons, de textes. Et en réalité, alors on dit toujours c'était un nègre qui a écrit. En réalité, non, c'était aussi des personnes avec une vraie personnalité. Et en réalité, il n'était même pas question de nègre. Je vais vous raconter l'exemple d'Aragon, puisqu'en réalité, Aragon est un prête-nom. La personne dont on a associé et personnifié Aragon et en ayant fait donc une personnalité publique littéraire d'Aragon, avec une vie, une adolescence, une enfance, une mort, enfin voilà. Et cette personne a joué le jeu d'être Aragon, mais en réalité, le premier texte, Le voyage de Télémaque d'Aragon, c'était une personne qui l'avait écrite, une autre, pas lui. Les textes qui sont associés au monde réel et une partie de ses œuvres poétiques sont associés à une autre personne. Et le Aragon monsieur qu'on voit sur les couvertures avec la vie, etc., avec le début et la fin, est arrivé en troisième partie des œuvres d'Aragon. Donc là, je vous envoie un scoop, parce qu'il faut quand même le raconter, il faut l'annoncer. Et je peux vous dire que je ne sais pas ce qu'il en est de raconter ces choses-là. Ça ne se raconte pas, mais moi j'en ai marre qu'on ne puisse pas les raconter en réalité. Donc Aragon est un prête-nom. Comme ça c'est fait, pour beaucoup de fois. Ou par exemple, c'est arrivé que des personnes écrivent des livres, il y avait un nom disponible, on ne voulait pas mettre le sien, c'était un nom disponible pour valoriser un ouvrage, et ben on mettait le nom prête-nom. En littérature, ça se fait beaucoup. Donc je ne sais pas si les gens le savent, mais moi je vous le dis. Et en réalité, beaucoup de textes d'Aragon ne sont pas de la personne connue comme étant, voyez, en réalité, la femme que Aragon, cet homme donc à qui on a personnifié toute la littérature de ce prête-nom. Il y a une photo d'une femme en cuir avec des bracelets, avec un bonnet, etc. où Aragon dit que c'était une de ses compagnes. C'était pas une de ses compagnes. Elle a écrit. Elle a rédigé des livres, des textes, et ils n'étaient pas du tout ensemble par ailleurs. Elle y a fait cadeau parce qu'il a pris le relais sur le prête-nom, parce qu'elle était amenée à d'autres. C'est un scoop que je vous raconte, voilà. Peu de personnes qui le savent, ou il y a beaucoup de personnes qui le savent, peut-être au contraire, je ne sais pas. Mais je vous explique comment ça fonctionne en littérature. Voilà, donc c'était une femme. Il y a eu 2 femmes avant cet homme. Le voyage de Télémaque a été réécrit par une première femme, je tiens à le dire. Et le monde réel et une partie des œuvres poétiques, notamment les chansons chantées par Ferrat, font partie de la 2e femme, qui est cette dame en photo, qu'Aragon indique que c'était sa compagne. À un moment donné, c'était pas sa compagne. Voilà. Elle a rédigé de vrais textes et c'est un génie. Elle a écrit des œuvres littéraires qui sont associées à du Zola, qui sont voilà. Donc c'est dommage. Le relais a été fait à un homme. L'homme, c'est cet homme donc a tout récupéré parce qu'il avait la possibilité de le faire. Et du coup, ils ont repris la vie de cet homme et ils l'ont associé à la vie de ce prête-nom, Aragon. Voilà, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc c'est fou ce que je vous raconte. Mais c'est vrai, la plupart des textes ont été rédigés par des femmes, en fait. Les plus grandes œuvres, en fait. Donc, comme dans ce monde, les femmes, elles sont bafouées, les 3 quarts du temps, je tiens à le rappeler.
Voilà. Et là, je vais vous lire Le Paysan de Paris. Donc, c'est cette femme prise en photo qu'on peut retrouver sur Wikipédia hein, dans la section vie d'Aragon. Hein. On peut voir sa photo et voilà ce qu'elle écrit. Hein. C'est comme Renaud. Hein. Voilà. Renaud, la petite fille qu'il y a sur sa jaquette de premier album, eh ben, c'est elle qui a écrit les textes. Hexagone, c'est d'elle. C'est de la petite fille. Mais elle était petite fille, donc elle a donné ses textes à Renaud, en fait, cette petite fille. Mais ça, personne ne le sait. Ou il y a beaucoup de gens qui le savent, mais qui ne le racontent pas. Ou alors il y a des rumeurs et les gens ne le croient pas. Mais en réalité, c'est une petite fille de 8 ans qui a écrit Hexagone. C'est ça la réalité. Et les charognards aussi. Et c'était fou. C'est fou. Voilà, c'est fou, mais c'est comme ça, en fait. Il y a des choses qui se passent dans notre société qui sont pas énoncées parce qu'on édulcore. Et puis que les gens n'ont pas les moyens de faire sortir les textes. Et puis même, ces textes-là, ils sont tellement bien portés par Renaud. Voilà. Elle a fait le choix. Elle a fait le choix de lui transmettre les... Renaud lui a pas volé les textes. Hein. Renaud ne lui a pas volé. Mais c'est elle qui a écrit. À un moment donné, il faut rendre que des textes, qui ont été portés beaucoup par des femmes en France. Et c'est drôle que ça soit toujours l'homme qui soit mis en avant et que si on avait dit qu'Hexagone avait été écrit par une femme, ben pas beaucoup de monde l'aurait su, l'aurait cru. Et puis surtout pour une gamine. Voilà. Mais à l'époque, on écrivait bien et on avait beaucoup de maturité parce qu'on était dans le dur de la vie en réalité. Voilà. Donc il faut le savoir. Il faut le savoir, ces choses-là. Beaucoup de textes ont été écrits par des femmes, bon sang. Donc je vais vous commencer l'introduction qui est belle, je trouve. Le passage de l'opéra, ça a été rédigé en 1924. On n'adore plus aujourd'hui les dieux sur les hauteurs. Le temple de Salomon est passé dans les métaphores où il abrite des nids d'hirondelles et de blêmes lézards. L'esprit des cultes, en se dispersant dans la poussière, a déserté les lieux sacrés, mais il est d'autres lieux qui fleurissent parmi les hommes, d'autres lieux où les hommes vaquent sans souci à leur vie mystérieuse, et qui peu à peu naissent à une religion profonde. La divinité ne les habite pas encore, elle s'y forme. C'est une divinité nouvelle qui se précipite dans ces modernes éphèses, comme au fond d'un verre. Le métal déplacé par un acide, c'est la vie qui fait apparaître ici cette divinité poétique à côté de laquelle 1000 gens passeront sans rien voir et qui tout d'un coup devient sensible et terriblement hantante, du verbe hanter, pour ceux qui l'ont une fois maladroitement perçue. Métaphysique des lieux, c'est vous qui bercez les enfants. C'est vous qui peuplez leurs rêves, ces plages de l'inconnu et du frisson, toute notre matière mentale les borde. Pas un pas que je fasse vers le passé que je ne retrouve ce sentiment de l'étrange qui me prenait quand j'étais encore l'émerveillement même, dans un décor où pour la première fois me venait la conscience d'une cohérence inexpliquée et de ses prolongements dans mon cœur. Toute la faune des imaginations et leur végétation marine, comme par une chevelure d'ombre, se perd et se perpétue dans les zones mal éclairées de l'activité humaine. C'est là qu'apparaissent les grands phares spirituels, voisins par la forme de signes moins purs. La porte du mystère, une défaillance humaine l'ouvre, et nous voilà dans les royaumes de l'ombre. Un faux pas, une syllabe achoppée révèle la pensée d'un homme. Il y a dans le trouble des lieux de semblables serrures qui ferment mal sur l'infini. Là où se poursuit l'activité la plus équivoque des vivants, l'inanimé prend parfois un reflet de leur plus secret mobile. Nos cités sont ainsi peuplées de sphinx méconnus, qui n'arrête pas le passant rêveur s'il ne tourne vers eux sa distraction méditative qui ne lui pose pas de questions mortelles. Mais s'il sait les deviner, ce sage, alors que lui les interroge,
ce sont encore ses propres abîmes que, grâce à ces monstres sans figure, il va de nouveau sonder. La lumière moderne de l'insolite, voilà désormais ce qui va le retenir. Elle règne bizarrement dans ces sortes de galeries couvertes qui sont nombreuses à Paris aux alentours des grands boulevards et que l'on nomme d'une façon troublante des passages. Comme si dans ces couloirs dérobés au jour, il n'était permis à personne de s'arrêter plus d'un instant. Lueur glauque, en quelque manière abyssale, qui tient de la clarté soudaine sous une jupe qu'on relève d'une jambe qui se découvre. Le grand instinct américain, importé dans la capitale par un préfet du Second Empire, qui tend à recouper au cordeau le plan de Paris, va bientôt rendre impossible le maintien de ces aquariums humains, déjà morts à leur vie primitive, et qui méritent pourtant d'être regardés comme les receleurs de plusieurs mythes modernes, car c'est aujourd'hui seulement que la pioche les menace, qu'ils sont effectivement devenus les sanctuaires d'un culte de l'éphémère, qu'ils sont devenus le paysage fantomatique des plaisirs et des professions maudites, incompréhensibles hier et que demain ne connaîtra jamais. Voilà, donc je m'arrête là sur ce passage. Donc, sujet grave, sujet où les femmes sont perpétuellement bafouées, rabrouées dans leur rôle, dans leur apport aussi au monde, à la société. Et que on peut dire ce qu'on veut de ces mouvements féministes qui dénoncent le masculinisme en réalité, mais nous avons besoin d'hommes qui laissent la place aux femmes pour développer, pour faire valoir et pour rendre hommage à leur génie. À leur génie. Parce que malheureusement, elles ont œuvré et elles ont souvent passé le relais aux hommes. Parce que la société étant construite sur la relation entre hommes et que les femmes étaient de fait à la maison, eh ben, c'était relayé à l'homme. Voilà. Et ça, je voulais en parler parce que ça paraît tellement évident pour les hommes, tellement facile pour eux. Ils se posent tout un tas. Ils ne se posent pas tout un tas de questions. Ils ne se posent pas tout un tas de questions. À l'inverse, la femme s'en pose trop. D'où on parle beaucoup, effectivement, de la charge mentale des femmes. Mais le respect de l'homme envers la femme, ce serait d'en être conscient et de l'apaiser quand elle demande d'être apaisée, d'être écoutée quand elle demande d'être écoutée, d'être choyée quand elle demande de l'affection et de trouver du repos quand elle est fatiguée. C'est pas compliqué une femme. Arrêtez de dire que c'est compliqué une femme. La femme a besoin de sortir, la femme a besoin de repos, la femme a besoin d'affection, la femme a besoin d'intimité respectueuse, de son plaisir aussi, mais de son désir aussi. Elle a besoin d'être écoutée et elle a besoin d'être respectée. Ça tient pas beaucoup, ça tient sur une main. Ce que je viens d'énoncer, ça tient sur une main. Donc, les gens qui disent les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, parce que les femmes, dans l'éducation occidentale, est un peu trop perturbée. On lui en demande beaucoup et elle ne sait plus comment se positionner. En Occident, il y a une énorme hypocrisie, c'est de dire « ouais, la femme, elle est libre. Ouais, la femme, elle a le droit de bosser, elle a le droit d'être indépendante, elle a le droit de ramener du bif à la maison, etc. » Mais en même temps, j'ai vu des tas de couples dans cette position-là, dit moderne. Et en réalité, on sentait toujours qu'il y avait parfois, dès que l'homme avait l'occasion, il reprenait sa place d'homme et il rabaissait la femme. Et ça, c'est souvent très mal vécu par les femmes.
Parce qu'elles se disent, bon sang, je fais vachement d'efforts et je suis toujours pas respectée comme un pote en fait. C'est ce qu'on demande. On demande d'être respecté comme un pote. Comme un gars qui a un pote mec, qui le respecte, alors que son pote mec, on sait qu'il fait de la merde. Il est relou, il apporte tout le temps des emmerdes, mais ton mari le respecte presque plus que toi. Dans la manière dont il lui parle et dans la manière dont il se positionne vis-à-vis de lui. Et toi, tu subis parce que tu laves ses chaussettes, en fait. Parce que tu laves la merde derrière lui. Ou parce que il fait un semblant de ménage à la maison, donc ça lui donne le droit d'eux. Il y a un énorme décalage dans le traitement de la femme et de l'homme en général. C'est même pas qu'une question de salaire. C'est une question de traitement d'idées auxquelles on relie la femme dans son propre esprit. Donc c'est extrêmement... on est dans un truc où on n'arrive pas à s'en dépéguer, on n'arrive pas à en sortir. C'est archaïque. Il faudra couper le cordon à un moment donné de l'archaïsme. Hein, parce que moi je parle de féminisme. C'est mon droit. C'est mon droit. Donc, je suis étonnée de voir, parce que si on dit oui, une femme voilée, tu peux pas parler de féminisme, etc. J'ai envie de dire si, on peut en parler, parce que moi personnellement, en convertissant à l'islam, j'ai réappris ce que c'était le respect envers la femme. Non mais voilà, on va en parler. Et puis je vais vous dire quelque chose. Mon voile, c'est entre moi et Allah. Et donc, j'ai décidé, et là je vais proclamer haut et fort mon féminisme, c'est que je le porte quand je décide de le porter. Voilà. Je le porte quand je décide de le porter. Je suis sur les réseaux sociaux, je le porte. Je suis au travail, je ne le porte pas. Je vis en France, je ne le porte pas. Et là, ça peut en choquer beaucoup. Mais comme je le dis, il y a un enseignement et même une prévention de la part du prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit que il fallait quand même respecter et s'adapter aux coutumes vestimentaires du pays dans lequel nous sommes. Alors de un, moi je suis née dans ce pays et je suis française d'origine italienne en partie, mais à moitié française née en France. Italienne immigrée, pied noir. À moitié. Mais je tiens à le dire parce que mon féminisme il se positionne là en fait. C'est-à-dire je respecte le voile, j'ai porté le voile de manière stricte. Stricte, hein. Mais j'ai pris beaucoup de recul. Et pour moi, le choix de le porter appartient à l'individu aujourd'hui. Voilà. Alors qu'on me dise que c'est une obligation pour pas être embêté, c'est vrai. Parce qu'effectivement, quand on le porte, eh ben, on est jugé, certes, par les non-musulmans, mais on n'est pas embêté, même par les non-musulmans, à part ceux qui veulent agresser une femme voilée. Donc ça a été prouvé dans les faits. Il y a une fille qui a traversé New York voilée et pas voilée. La différence, elle est nette. Elle se fait... Ce qui est écrit dans le Coran, c'est vrai. C'est-à-dire la fille, elle se voilée, elle n'est pas emmerdée. La fille pas voilée, elle est emmerdée toutes les 2 secondes à New York. Et dans le Coran, c'est bien écrit, si vous voulez avoir la paix avec les hommes, voilez-vous. Et ça marche encore au 21e siècle, en fait. Parce qu'on est reliés, les hommes sont reliés à un truc archaïque. Archaïque.
Et c'est Dieu qui le dit. Et c'est les dieux qui, et c'est Dieu, pardon, c'est les dieux. C'est Dieu qui nous prémunit. C'est Allah Azawajal qui nous prémunit de ça. Qui nous donne les consignes. C'est les consignes d'Allah. Par contre, j'ai fait un choix. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai dû trouver du boulot. Je me suis bougée. Et ben, j'ai cherché de partout. C'est-à-dire pas forcément dans la gamme islam ou musulmane. Voilà. Parce que mes expériences, elles sont ce qu'elles sont aussi. De vie professionnelle. Et donc, j'ai choisi, j'ai pu trouver. Dieu m'a ouvert une porte. Allah m'a ouvert une porte. Pour bouffer. Hein, parce que ça faisait quand même 3 ans que j'étais au RSA. On le dit quand même. Hein, voilà. Donc pour manger, pour grailler. Là où Allah m'a laissé ouvrir la porte parce que tout vient d'Allah, même si ça vient d'un non-croyant ou d'un mécréant ou de ce que vous voulez, ça vient d'Allah en fait. Sinon vous croyez quoi? Ça vient du diable? Vous êtes fous ou quoi? Vous faites du shirk dans votre tête? Donc Allah il m'a ouvert une porte dans un travail où je ne peux pas porter le voile. La question elle s'est même pas posée, j'ai même pas essayé, je peux porter le voile et tout. Non, j'ai pas essayé. Parce qu'aussi, j'ai longtemps porté le voile légiféré et puis je me suis mise au turban. Et puis on respire mieux quand même, faut le dire. Et puis, je suis tombée sur une parole du prophète alayhi salatu wassalam qui disait que dans un pays non musulman, il faut respecter quand même les coutumes vestimentaires du pays. Et alors là, j'ai dit d'accord. Donc tous les rappels qu'on nous fait, les gens qui mettent la pression, mets le voile, les femmes qui disent aux nouvelles converties, prends un djilbab, prends un tapis, fais ta prière, et gna 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 gna. Je me dis, pas besoin de se mettre autant en pression. Surtout que moi, j'ai été guidée dans la religion, on m'a dit, vas-y doucement. Je vais vous dire la vérité. Je vais être jugée peut-être par la communauté, mais je m'en fous. C'est pas vous qui allez me juger à la fin des temps. Voilà. Je m'en fous. De toute façon, j'ai déjà pas d'amis, donc j'en aurai moins, encore moins. Parfait. Parfait, je suis habituée. Donc, ils m'ont dit, prends ton temps. J'ai mis 3 ans avant de mettre le voile. Et j'ai commencé par le djilbab. Et j'ai mis 2 ans à faire ma prière. 2 ans. 2 ans j'ai mis avant de faire ma prière en tant que convertie. Voilà. Je suis restée cool avec moi-même en fait. Je suis restée cool avec moi-même. Parce qu'on vit des sacrés bordels en fait. Et on vit de sales périodes. Et si je suis pas miséricordieuse envers moi-même, qui va l'être en fait? Mais qui va l'être? Mais regardez le monde en fait. Regardez-le ce monde. Peuplé de gens qui jugent toutes les 5 minutes. Moi j'ai été gentille toute ma vie avec les gens. Vous imaginez même pas les coups de saloperie qu'on m'a fait. Et j'ai essayé à chaque fois de pas juger les gens. Mais quand je me suis sentie trop jugée, à un moment donné, j'ai dit attends, ça va 5 minutes, on va arrêter de se voir, quoi. Moi, je fais des efforts de pas te juger, toi, tu me juges tous les quarts d'heure, là. Tu t'es pris pour qui? Donc, je le dis, hein, devant tout le monde, j'assume. Si vous allez me rencontrer dehors, je porte rien. Voilà. Sur les réseaux, je porte mon petit turban et encore, on voit mes cheveux. Voilà. Donc tous les hommes qui sont là, elle est convertie, ça va, on est indulgent avec elle, ne le soyez pas. Ne le soyez pas, enfin. Si vous voulez une religion qui est dure et où on se juge entre frères et sœurs, alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, ça, j'arrive même plus à parler. Subhanahu wa ta'ala, j'arrive même pas à le dire. Bon, enfin bref. Il dit quoi, subhanallah, ça y est, j'arrive à le dire. Il dit quoi? Il dit ne vous jugez pas. Il y a eu un rappel du prophète alayhi salatu wassalam qui dit aussi ne vous jugez pas. On se fait sans cesse des rappels sur la religion entre frères et sœurs. Et les gens, leur passion, c'est de parler du voile des femmes. J'ai envie de dire stop, stop, stop. La femme, elle apporte pas que ça au monde en fait.
que de se cacher. Vous avez vu les femmes, Masha'Allah, qui se présentent au monde voilées aujourd'hui, comme elles défendent leur féminité, comme elles défendent leur féminisme, comme elles défendent leur position en société. Moi, je les trouve magnifiques. 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 Voilà. Donc moi, j'ai décidé de suivre une parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que j'ai vu que ça faisait trop d'histoire en France, cette histoire de voile. Ça fait trop d'histoire, ça déplaît trop à ce peuple. Et que dans la sagesse islamique, c'est de dire quoi? C'est de dire, je ne vais pas faire quelque chose qui fasse détester l'islam. Il faut que l'islam soit accepté parce qu'on est aimé, parce qu'on est porteur d'une religion, plus que de son sauvetage. Genre, mon Dieu, je crains Dieu, il va me juger, il va me faire aller en enfer parce que je porte pas le voile, et gna gna gna. Mais vous imaginez dans l'interprétation de la peur que dans laquelle vous êtes pour la lecture de la religion dans laquelle vous êtes vis-à-vis d'Allah. Allah, il se présente tout le temps comme quelqu'un de miséricordieux, subhanallah. Et vous êtes là, il va me juger, je vais aller en enfer, j'ai trop peur. Alors oui, il faut craindre Dieu. Mais dans sa juste mesure, en fait. Pas de le rendre débile. Ou juste bête et méchant. On lit le Coran, on connaît la Bible, on connaît la Torah. Pour ceux qui ont ouvert ces livres-là. Qui ont pris leur courage à deux mains aussi, parce qu'il n'est pas interdit de les lire, en fait. C'est juste que les gens ont peur de passer dans le judaïsme et dans le christianisme. J'ai envie de dire, vous inquiétez pas, le Coran est parfait. Moi qui ai lu les trois, le Coran est parfait. Je peux vous dire, vous risquez rien. Les autres, vous allez tout de suite le sentir que c'est touché. Vous allez tout de suite le capter que c'est touché. Voilà. Donc, parce que une fois que tu lis le Coran, tu t'as compris c'était quoi le livre pur en fait. Bon, enfin bref. Tout ça pour dire que je prends mon courage aussi à deux mains pour vous dire les choses. Hein, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de jugement et que pour supporter le poids du djilbab en canicule et tout, machin, fais les courses, prends la voiture, lève les gosses, machin, secours le mari s'il y a un souci, gna 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 gna. Mais moi je peux vous dire, hein, j'ai vu des sœurs, quand on était en sortie en chaleur, hein, c'est-à-dire on était entre femmes, tranquilles, ok il y avait le gamin, mais elles tiraient comme ça sur leur djilbab, elles disaient j'ai envie de l'enlever de nerfs, parce que la chaleur ça te rend zinzin. Voilà. Donc là tous les hommes qui sont là, t'es une bonne épouse et tout, mais après ce que vous en faites, des bonnes épouses qui se couvrent, hein. Si franchement le djilbab ça donnait la clé du bonheur avec certitude, je peux vous dire que il y en a beaucoup qui auraient joué le truc, hein, mais il y en a beaucoup, elles se sont abstenues, elles ont dit non, je vais choisir un homme plus cool qui va pas me juger là-dessus et qui sont 20 fois plus heureuses que les femmes qui se machin parce que le mec il a dit c'est bon pour le quartier, il faut que tu sois couverte, hein, pour le quartier il faut que tu sois couverte. Voilà, sauf que le mec à la maison c'est un gremlin, c'est un gremlin. Voilà, une fois que les portes elles sont fermées, c'est une horreur. Combien de témoignages, j'en parle parce que j'en sors pas cette histoire. Des gens qui jugent et que c'est des cauchemars à la baraque, il y en a assez en fait, des réseaux sociaux. Donc moi je vous dis comment je fonctionne. Alors vous aimez m'écouter, vous aimez m'entendre parler, peut-être parce que je suis intelligente, mais mon intelligence elle vient de ma liberté. Vous m'entendez ? Elle vient de ma liberté, mon intelligence. Et je vais terminer là-dessus. Voilà, bonne soirée.